temps, mais bon, c'est… Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau rendez-vous des webinaires de l'économie du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Thématique de ce jour, se former et former plutôt que de licencier. Ce webinaire a été construit avec l'ensemble des partenaires économiques du territoire que je vais citer, donc les chambres consulaires, la CPME de la Gironde et la CPME Nouvelle-Aquitaine, l'Union des métiers d'industrie d'hôtellerie de la Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, l'Union nationale des entreprises adaptées, le secteur de l'insertion par l'activité économique, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Nouvelle-Aquitaine, l'UDES Nouvelle-Aquitaine, le mouvement des entrepreneurs sociaux et la Jeune Chambre économique de Bordeaux. Pour aborder ce thème sur se former plutôt que licencier, nous avons sur le plateau aujourd'hui Éric Labadie, qui est adjoint au chef du pôle 3E de la Directe Nouvelle-Aquitaine et qui interviendra sur le FN de formation. Nous avons Laurent Barthélémy, qui est président de l'UMI Nouvelle-Aquitaine et qui interviendra sur les différents dispositifs, dont celui de l'OPCO Acto, ainsi que Éric Chevet, président de l'AGFIS, vice-président de la CPME nationale et de l'OPCO EP, qui interviendra sur les budgets formation employeurs et salariés. Alors, je vais vous demander les uns et les autres de donner un petit peu le contexte du moment sur le sujet formation, ce qui permettra que les questions montent. Pour repréciser l'utilisation de cette plateforme, donc vous avez sur le premier onglet à droite le chat, donc où vous pouvez saluer des personnes que vous reconnaissez. Ne posez pas vos questions sur le chat. Les questions, vous les poserez dans le deuxième onglet. Donc, ces questions, je les fais monter par ordre d'importance. Vous verrez qu'il y a un petit triangle à côté et vous pouvez voter sur la question qui vous ressemble, de telle sorte qu'elle puisse arriver au premier niveau. Et ensuite, troisième onglet, sondage. Donc, nous ferons paraître régulièrement des sondages. Je vous invite à y répondre puisque ces sondages nous permettent ensuite de qualifier les différents sujets apportés au regard de la situation actuelle et notamment sur la taille de votre entreprise, votre représentation territoriale, votre secteur d'activité. Et nous poserons également une question à la fin sur l'emploi et vos ambitions dans le cadre de la reprise. Alors, on va commencer par Éric Labadie, donc pour la Directe, pour donner un petit peu aujourd'hui le contexte de la formation dans cette période de deuxième confinement. Alors, je navigue entre plusieurs écrans. Bonjour à tous d'abord, pour essayer de retrouver, de vous donner l'information la plus qualitative. Alors, vous le savez, dans le cadre du premier confinement et puis des mesures qui ont été prises pendant ce premier confinement et puis en suivant, le gouvernement a souhaité mobiliser, faire monter en puissance un dispositif qu'on avait déjà utilisé, enfin qui existe dans le droit commun, mais qu'on avait déjà utilisé lors de la crise de 2008-2009 et qu'on avait mal utilisé à l'époque, qui est, qu'on résume généralement sous la terminologie former plutôt que licencier. L'objet de cet outil, donc, qui est le FNE formation, c'est de proposer une prise en charge la plus importante possible des coûts pédagogiques de formation des salariés pendant que ceux-ci sont en activité partielle. On a eu plusieurs étapes dans la montée en puissance de ce dispositif. Je ne vais pas tellement vous parler de ce qui s'est passé jusqu'au 1er novembre. Moi, je vais plutôt vous parler de ce qui se passe à partir de maintenant. Et puis, je vois que Damien est arrivé, donc c'est parfait. L'idée globale du dispositif, c'est de faire en sorte que les entreprises saisissent l'opportunité de la crise, parce qu'il faut le prendre comme ça, pour améliorer, augmenter les compétences, renforcer les compétences de leurs salariés et pour être capable de rebondir plus vite quand on va sortir de la crise. Alors, quand je dis ça, je ne le dis pas par hasard parce que vous avez pu voir que pendant l'été, le rebond de l'économie française a été extrêmement élevé et le rebond a été plus élevé en Nouvelle-Aquitaine que dans la moyenne du territoire métropolitain. Ce rebond plus élevé est à mettre en relation avec la chute plus importante qui a été la nôtre en Nouvelle-Aquitaine par rapport au territoire national. Donc, on a bien un enjeu important qui est de garder des compétences, de les
faire progresser pour que demain on soit en capacité, les entreprises soient en capacité de répondre à la demande. Pour mettre en place ce dispositif de FNE formation, il a été proposé aux 11 OPCO de contractualiser entre eux et l'État pour que ce soit eux qui reçoivent en fait les demandes et qui assurent le financement du dispositif, sachant que bien entendu la prise en charge vient de crédits de l'État. Alors, au départ, l'ambition était extrêmement élevée, puisque pour l'année 2020, on a 500 millions d'euros qui avaient été budgétés. Alors, Damien confirmera les chiffres, mais on était autour de 120 millions d'euros mobilisés en Nouvelle-Aquitaine. Pardon, 120 millions d'euros mobilisés sur le territoire national. Et justement, la Nouvelle-Aquitaine est un petit peu à la traîne. Et on a pu constater que le recours au dispositif n'a pas été aussi élevé qu'on pourrait le souhaiter. Ce dispositif reste en vigueur. Et là, si Damien est toujours là, alors je vois qu'il a enlevé sa caméra, mais je pense qu'il nous entend. Si Damien est toujours là, je lui passe la parole parce qu'il va vous préciser les modalités de mise en œuvre et de mobilisation du FNE. Damien, c'est bon ? Oui, c'est bon pour moi. Bonjour à toutes et à tous. Donc Damien Jourde, chef du service formation professionnelle à la Directe Nouvelle-Aquitaine. Et donc je me suis vu confier la charge de la gestion de ce dispositif exceptionnel, le Fonds national pour l'emploi spécifique à la période de Covid. Comme vous l'a expliqué Eric Labadie, donc c'est une disposition particulière qui va se prolonger tout au long de l'année 2021. Et pour laquelle nous avons conventionné à hauteur de 150 conventions individuelles avec des entreprises néo-aquitaines et avec les 11 OPCO qui sont venus en fait renforcer et dupliquer l'action de l'État au bénéfice des entreprises. Le bilan qu'on peut faire assez rapidement, donc il y a un bilan national effectivement, c'est qu'à ce jour, on a un peu plus de 120 millions d'euros qui ont été effectivement engagés au niveau national sur un budget initial de 500 millions d'euros. Alors après, on va peut-être pas aller sur des niveaux de détail. Donc, 120 millions d'euros, c'est ce qui a été payé aux organismes de formation depuis le mois de mars. Mais on a des engagements juridiques qui sont supérieurs à 250 millions d'euros. Donc, c'est ce que les OPCO et l'État ont conventionné aujourd'hui avec les entreprises ou les organismes de formation. Au niveau Nouvelle-Aquitaine, on a été quand même bien moins impacté puisque nous, on a des conventions qui doivent s'élever pour un montant d'environ 14 millions d'euros si on reprend les conventions individuelles et les conventions faites avec les OPCO. Et on a à peu près 1600 entreprises qui sont rentrées effectivement dans le dispositif, qui l'ont mobilisé pour un peu plus de 12 300 salariés qui ont effectivement bénéficié de formation à ce titre-là. Donc avec, comme vous l'a rappelé mon collègue, des modalités de prise en charge à 100% pour les salariés qui étaient en activité partielle, sans plafond. Donc on était sur quelque chose d'extrêmement dérogatoire qui a pu intéresser au démarrage. Et effectivement, si on fait une analyse rapide des chiffres, on constate que sur les périodes de mars, avril et mai, on a une très très forte mobilisation. Cela étant, il y a eu une poursuite tout au long de l'été de ce dispositif. Alors, on était sur un plateau, on était autour de 9000 salariés. Et là, on constate depuis le mois d'octobre, effectivement, une reprise du dispositif avec de nouveau des entrées relativement conséquentes. Il y a dû y avoir aussi un petit effet de date, puisque jusqu'au 1er novembre, c'était une prise en charge à 100% des frais de formation qui étaient assurés. Depuis le 1er novembre, il y a eu une bascule qui a été opérée et que l'on retrouve dans l'instruction du 9 novembre dernier et dans le question-réponse que le ministère a mis en ligne vendredi dernier, le vendredi 13, à savoir que maintenant les coûts de prise en charge des formations sont de 70% pour les salariés qui sont en activité partielle, on va dire de droit commun, et 80% pour les salariés qui sont employés et qui sont en situation d'activité partielle dans les entreprises qui ont conclu des accords d'activité partielle de longue durée. Donc, il y a une réduction, entre guillemets,
l'intensité de prise en charge par l'État de ces formations. Il y a aussi un plafonnement qui est fait sur les montants globaux qui peuvent être pris en charge au titre du FNE pour l'activité partielle de longue durée, qui est donc plafonné à 6 000 € par salarié. Ça, c'est le plafond de dépenses éligibles. Donc, avec une prise en charge à 80%, si on applique le coefficient, en fait, on va arriver à des prises en charge qui n'excéderont plus 4 800 € par an et par salarié pour les salariés qui sont employés dans des entreprises qui sont en APLD, en activité partielle de longue durée. Pour les salariés en activité partielle, il n'y a pas de plafond de nouveau. On reste sur les 70% d'intensité de taux de prise en charge, mais plus de plafonnement. Il y a eu aussi une petite restriction qui a été annoncée et qui a été mise en œuvre, c'est que jusqu'au 1er novembre, des salariés qui n'étaient pas en activité partielle, mais qui étaient employés dans des entreprises qui avaient recours à l'activité partielle pouvaient également bénéficier de la prise en charge d'actions de formation au titre du FNE. Depuis le 1er novembre, ce n'est plus possible. C'est vraiment circonscrit aux seuls salariés qui sont en activité partielle, qu'elle soit de longue durée ou de droit commun. Et ce dispositif donc va être reconduit l'an prochain, puisqu'on a de nouveau un budget de 500 millions d'euros qui a été reconduit, avec de nouveau des conventionnements qui vont se faire au niveau des OPCO, mais cette fois-ci au niveau national. Donc, il y aura, au lieu d'avoir 150 conventions, c'est-à-dire 13 régions, 11 conventions, plus des quelques conventions nationales, il n'y aura plus que 11 conventions nationales qui seront déclinées localement. Au niveau du suivi de ce dispositif, ça ne va pas changer grand-chose puisque avec les OPCO, on a mis en place en fait un groupe de travail qui se réunit mensuellement et qui fait le point sur les dossiers et qui fait le point aussi sur les dernières informations que l'on a à date, qu'il s'agisse de reporting ou aussi de questions d'ordre juridique ou d'ordre économique. Voilà, je vous ai présenté assez rapidement le dispositif. Je suis ouvert, bien évidemment, à toute question que vous voudrez bien me poser. Je suis à votre disposition. Je ne sais pas si tout le monde a bien entendu. Moi, sur mon poste, c'est assez haché, mais j'espère que les gens ont pu entendre. Et là, je ne t'entends plus, Frédéric. Est-ce qu'il n'a pas mis son micro, Frédéric? Frédéric, moi, je ne t'entends pas. Pardon, voilà. on entend bien, Eric. Oui. Bon, très bien, parfait. Voilà. Donc, merci, Monsieur Jourde, d'avoir précisé tout ça. Alors, on dirait que vous lisez les questions qui montent, en fait, parce que vous avez répondu à pas mal de choses sur les taux, sur les assiettes, etc. Donc, on refera monter les questions parce que voilà, il faut répéter. Des gens arrivent en cours de webinaire. Donc, merci. Laurent Barthélémy, qui est président donc, de l'UMI Nouvelle-Aquitaine. Pareil, un petit point de la situation dans votre secteur des CHRD. Alors, bonjour à toutes et à tous. Plusieurs choses. D'abord, comme au mois de mars, on a été les premiers fermés et on sera les derniers ouverts. Donc la situation, en ce qui nous concerne, est pas claire du tout. Notre objectif d'ouvrir le plus rapidement possible et notre vision à court terme et moyen terme, donc c'est le premier constat. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sans avoir en plus l'été qui arrive, donc on peut se dire qu'on peut avoir plus de temps et plus de visibilité malgré tout pour former nos salariés et surtout permettre de conserver les compétences au sein de nos entreprises et même de faire monter en compétences nos salariés. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce qui a été présenté pour le FNE, juste vous dire qu'en ce qui concerne tous les ressortissants d'Acto, donc Acto, c'est anciennement pour la partie hôtellerie, restauration, bar, café, discothèque, bowling, c'est anciennement Fafi, pour ceux qui ne le savent pas, et que depuis la semaine dernière, il y a un budget qui a été alloué et voté par le conseil d'administration qui vient couvrir l'intégralité des financements des formations, donc 70%, et Acto prend en charge 30% des formations, soit 100% des formations sont financées à ce jour dans le cadre du FNE. Malgré tout, nous avons encore des hôtels qui sont ouverts, nous avons des établissements qui font de la vente à emporter, donc les salariés ne sont pas forcément en activité partielle.
malgré tout, il y a encore beaucoup de financement d'ici la fin de l'année dans le cadre du plan de développement des compétences pour pouvoir former ces salariés qui ne sont pas ou qui ne seraient pas en activité partielle. Donc, tout ce que aujourd'hui, il faut absolument, pour ceux que ça intéresse, et je pense qu'il faut que ça intéresse le maximum de monde parce qu'on a besoin aussi de conserver nos salariés. Vous avez commencé par le dire, c'est former plutôt que licencier. Contacter le plus rapidement possible les bureaux d'Acto en Nouvelle-Aquitaine qui sont à même de proposer et de monter le plan de développement des compétences de vos salariés et de voir quels sont les meilleurs financements possibles pour l'ensemble de vos salariés. Il est évident, et on le sait, que même dans un contexte normal, on connaît la complexité des accès à l'ensemble des dispositifs. Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'entreprises ne vont pas vers le système de la formation. Mais en revanche, là, c'est pas le problème des entreprises, c'est pas le problème des salariés de savoir comment va être financée la formation. On est là aujourd'hui je pense, pour dire qu'il y a des financements pour quel que soit le dispositif et quelle que soit la situation de vos salariés, des dispositifs et des financements existent, quelle que soit la formation que vous choisissez, pour le renforcement des formations dites purement professionnelles, ou des langues, ou du management, ou du Yale Management, ou de ce qu'on veut. On parle du Click and Connect, mais préparer demain, c'est pour ceux qui sont fermés, c'est aussi se remettre à jour de l'ensemble des process de l'entreprise. Donc, profiter de cet arrêt même si ce n'est pas simple, pour se remettre dedans et se former. Tout est pris en charge, les salaires sont pris en charge, les formations sont prises en charge, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aujourd'hui accéder à la formation pour l'ensemble des salariés. Très bien, merci Laurent. Avant de donner la parole à Éric Chevet, donc vous pouvez aller dans les sondages. Vous êtes aujourd'hui connecté une centaine, donc répondez aux sondages s'il vous plaît, puisqu'encore une fois, ça nous permet de bien adapter les webinaires du mardi et du jeudi. Vous dire également que dans le chat, vous retrouverez donc des informations qui vous ont été publiées, notamment sur un question-réponse Covid sur le FNE Formation, les modèles de demande de subvention, de convention de formation sur le FNE Formation, ainsi que un document donc, du ministère pour trouver votre OPCO grâce à votre numéro IDCC, donc de votre convention collective. Donc, regardez de temps en temps dans le chat, vous verrez passer des informations qui vous seront fortement utiles. Monsieur Chevet, même question, contexte global chez OPCO EP. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ben voilà, déjà vous dire que effectivement je suis vice-président en charge des affaires sociales à la CPME nationale et que dans le cadre de ce mandat, j'en exerce deux autres qui sont d'une part à la vice-présidence de l'OPCO EP et d'autre part la vice-présidence de l'AGEFIS, puisque à l'AGEFIS en fait ça tourne tous les 3 ans et que nous co-gérons cet outil avec le MEDEF et l'UDP, et que pour le moment, c'est Pierre Posémé du MEDEF qui assure la présidence. Pourquoi une multiplication des dispositifs comme ça? Parce qu'on s'adresse à deux publics différents. En ce qui concerne l'OPCO EP, comme pour l'OPCO Acto, on s'adresse aux salariés de nos entreprises. En ce qui concerne l'AGEFIS, on s'adresse au chef d'entreprise lui-même quand il est indépendant et qu'il a besoin d'accéder à la formation. C'est là la grande différence. Et j'imagine que, d'après ce que je vois là, beaucoup de questions concernent évidemment le chef d'entreprise aussi lui-même. Et je commencerai peut-être par présenter en 2 mots l'AGEFIS, en vous disant que l'AGEFIS, c'est un fonds d'assurance formation qui a été créé, je le disais, entre le MEDEF, la CPME et l'UDP, et à destination des commerçants, des industriels et des prestataires de services, grosso modo ceux qui relèvent du registre du commerce et des sociétés et qui ne sont pas salariés de leur entreprise, mais qui sont mandataires sociaux et donc qui perçoivent directement un revenu de leur activité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous collectons la participation de tous les chefs d'entreprise qui est de l'ordre de 103 € cette année et que nous mutualisons cette participation
à la formation professionnelle qui est prélevée directement par l'URSSAF sur vos cotisations, et que cette mutualisation, en fait, nous assure après, suivant des critères que nous définissons, eh bien, le financement de vos formations lorsque vous accédez à la formation. Alors, pour connaître vos droits, effectivement, c'est la première question qui est là à l'écran. Pour connaître vos droits en matière de formation, il faut s'adresser à un point d'accueil AGEFIS sur le territoire ou directement sur le site internet de l'AGEFIS, c'est encore plus simple. Sur le site internet de l'AGEFIS, agefis.fr, vous pourrez aller voir quels sont les points d'accueil qui sont dans votre région. Et les points d'accueil, ce ne sont pas des établissements de l'AGEFIS en direct, mais ce sont les partenaires constitutifs du conseil d'administration, c'est-à-dire la CPME et le MEDEF et éventuellement l'UDP qui, sur le territoire, et les CCI aussi, qui sont partenaires dans l'opération, qui sont les points d'accueil sur le territoire. Donc, vous allez voir sur le site internet et vous repérez votre point d'accueil. D'ailleurs, on peut préciser, M. Chevet, que donc, pour la CPME, qui est effectivement le point d'accueil de l'AGEFIS, vous allez donc au 202 rue d'Ornano pour avoir votre point d'accueil AGEFIS à Bordeaux. Voilà. Alors, donc ça, nous gérons les cotisations de 1,2 million de chefs d'entreprise quand même, dont à peu près 350 000 auto-entrepreneurs. Et ça représente à peu près presque maintenant 70 millions d'euros. Alors, ce n'est pas une somme considérable. Hein, si je parlerai de paie tout à l'heure, vous allez voir, les montants sont beaucoup plus importants parce qu'on est sur les salariés. Mais c'est une somme relativement importante et nous finançons, grosso modo, 70 000 actions de formation par an. Et vous voyez que les chefs d'entreprise n'accèdent pas suffisamment à la formation puisque sur 1,2 million de ressortissants, il y a 70 000 actions de formation seulement de financer. Donc, très clairement, eh bien, vos cotisations mutualisées profitent à ceux qui vont vers la formation. Donc, ne laissez pas passer votre tour non plus, allez vers la formation. Aujourd'hui, nous n'avons pas de problème de financement de la formation et nous avons ouvert énormément nos critères pour faire en sorte que vous puissiez, dans une période particulière que l'on connaît là, eh bien, en profiter. Malheureusement, je ne sais pas si le terme est bien adapté, mais on va l'utiliser comme ça, en profiter pour vous former. Alors, on a fait quoi spécifiquement? Bien, en fait, on a multiplié quasiment par 3 les critères de prise en charge à l'AGEFIS. C'est-à-dire que, grosso modo, avant, nous avions des critères pour les formations de base de 1 400 € par an, et là, nous sommes passés à 3 500 € en dispositif de crise pour l'ensemble des critères. Nous avons ajusté un certain nombre de dispositions que nous votons en conseil d'administration pour faire en sorte de dégager en fait la possibilité pour les chefs d'entreprise qui relèvent de l'AGEFIS d'avoir accès au moins à 3 formations, puisqu'on sait qu'une formation, c'est de l'ordre à peu près de 1 000 € chaque formation. Donc voilà la première information. Vous avez des budgets disponibles, profitez-en. Le point essentiel de l'AGEFIS, c'est que nous ne faisons pas de différence entre nos ressortissants. C'est le chef d'entreprise qui décide de sa formation avec son OF et qui, par conséquent, choisit sa formation. C'est lui le mieux, nous considérons que c'est lui le mieux à même de choisir sa formation. Donc, vous avez besoin d'une formation métier dans votre métier spécifique, vous pouvez la faire financer, évidemment que l'OF doit être référencé, vous connaissez ces affaires-là. Et donc, vous choisissez votre formation, vous vous inscrivez évidemment avec une prise en charge préalable au niveau de l'AGEFIS, et derrière, vous aurez le financement de cette formation, jusqu'à hauteur de 3 500 € cette année. Alors, j'en profite pour donner, puisqu'on donnait le point contact de l'AGEFIS à Bordeaux, j'en profite aussi pour donner donc, le numéro de téléphone de l'AGEFIS pour Bordeaux, donc, qui est le 05 64 31 19 81. On va vous le marquer sur le chat, 05 64 31 19 81, qui est le point de contact. Avant de faire monter une première question, moi, je suis employeur, je veux former mes salariés, où je veux me former, donc je suis employeur salarié, où je veux me former, vers qui je vais en premier. J'appelle la directe pour le FNE, je ne connais pas mon OPCO, donc je ne sais même pas que l'OPCO, ça existe. Vers qui je vais, vers qui je me dirige,
Et puis, si je suis mandataire social, pareil, même question, vers qui je vais? Moi, je dirais très simplement, alors si vous n'avez pas d'organisation professionnelle, si vous n'avez pas, etc., interprofessionnelle, le point d'entrée le plus naturel, hein, ça va être d'aller voir votre organisme de formation pour la formation que vous voulez suivre, et lui, il va tout de suite vous dire, parce que c'est un expert évidemment en la matière, il va tout de suite vous dire à quel droit vous avez possibilité d'accéder en matière de financement. Et il va vous orienter, il va dire, attendez, telle branche, vous êtes OK, vous êtes sur OPCO 2I, vous êtes sur Acto, vous êtes sur EP, et donc il sera orienté directement par l'organisme de formation. Et puis si c'est un indépendant, il y a l'AGFIS pour ce qui concerne le commerce, service, industrie, comme je vous disais, mais il y a le FAF-CEA pour ce qui concerne les artisans, et il y a pour les agriculteurs un autre FAF, pour les métiers de la culture, etc., encore un autre FAF. Bon, les dispositifs peuvent paraître complexes en premier abord comme ça, mais très clairement, quand on rentre par la porte de son organisme de formation, c'est quand même le plus simple pour y arriver. Il faut savoir que les dispositions c'est pas un problème de financement, c'est rarement un problème de financement. Alors, je vais monter les questions. Donc, ça va être, vous allez pouvoir répondre du tac au tac. Ça va être peut-être un peu répété parce que Monsieur Jourde, vous avez bien donné le cadre général, mais c'est pas grave. Il faut faire de la pédagogie, il faut répéter. Première question, peut-on bénéficier du dispositif FNE si on n'a pas de fermeture administrative, mais une forte baisse d'activité? À partir du moment où cette baisse d'activité se traduit par le placement en activité partielle de plusieurs salariés ou d'un salarié, il n'y a pas de difficulté, vous pouvez avoir accès au FNE formation. Il est juste lié à l'activité partielle subie par des salariés de l'entreprise. Très bien, merci. Pour le FNE, y a-t-il une durée maximale? Est-ce obligatoirement qualifiant ou certifiant? Non, alors ce que je rappelais tout à l'heure, donc c'est une prise en charge de toutes les formations. À ce jour, il n'y a que 20% des formations qui ouvrent sur une certification. Donc l'éventail est très très large. La seule impossibilité d'assurer le financement, la prise en charge du FNE, c'est pour les formations liées à la santé sécurité rendues obligatoires par le Code du travail. Donc, il y a eu déjà des explications qui ont été faites par le ministère du Travail, des précisions qui ont été apportées tant aux entreprises qu'aux OPCO. Donc là-dessus, les organismes de formation sont relativement au clair. Ils savent ce qui est éligible ou pas. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté quant à la durée et il n'y a pas de difficulté sur le fait qu'elle soit certifiante ou pas. Ce que je rappelais simplement tout à l'heure, c'est que depuis le 1er novembre, il y a un plafond de dépenses en fait éligible annuel de 6 000 € au titre des salariés qui sont placés en activité partielle de longue durée et uniquement pour eux. Merci. Bonjour, peut-on envoyer des salariés placés en chômage partiel à une formation déjà programmée? Si oui, est-ce indépendant du FNE formation? Quid rémunération 70%? Est-ce que ça remet en cause le caractère collectif du chômage partiel? Alors, il y a plusieurs réponses en fait à apporter. Oui, il y a plusieurs réponses. Alors, des salariés qui sont placés en activité partielle, une formation déjà programmée, il n'y a pas de difficulté a priori là-dessus. Bien évidemment, il est possible. Après, il faut quand même informer son OPCO ou son OF pour avoir l'accord de prise en charge. Est-ce indépendant du FNE formation? Non, ça peut se faire justement dans le cadre du FNE formation. Mais après, s'il y a d'autres formations pour lesquelles l'employeur ne souhaite pas obtenir la prise en charge du FNE formation, il peut malgré tout, il y a une dérogation en fait qui a été autorisée par le ministère du Travail, il peut envoyer des salariés en formation en distanciel, des salariés en activité partielle. Ça ne remet pas en question le droit à l'activité partielle et ça ne présente pas de risque pour un contrôle ultérieur. Sur la rémunération, ben là, la rémunération, elle demeure à la charge de l'employeur avec la possibilité de se faire rembourser par l'intermédiaire de l'allocation activité partielle. Est-ce que ça remet en cause le caractère collectif du chômage partiel? A priori, non, puisque, encore une fois, on est dans un cadre dérogatoire. Vu la période, il y a possibilité, effectivement, d'envoyer des salariés en formation, indépendamment ou pas, qu'elle soit prise en charge ou pas, par le FNE formation. On a la même question avec les apprentis en ce moment. Un apprenti en activité partielle peut aller en CFA.
Laurent Barthélémy indiquait tout à l'heure que dans leur branche, l'OPCO prenait en charge les 30% restants. Est-ce que ce sont des cas courants aujourd'hui dans les différents OPCO? Est-ce qu'ils viennent soutenir justement pour avoir un financement à hauteur de 100%? Ou est-ce que ça reste exceptionnel dans le cas des CHRD? Non, enfin, pour EP, c'est pareil. Dans le cadre du dispositif anticrise qui a été mis en place, on a augmenté les plafonds de prise en charge de façon à essayer d'avoir un reste à charge dans quasiment tous les cas qui soit à zéro pour l'entreprise. Hein. Donc, surtout sur quasiment tous les dispositifs aujourd'hui, pour ce qui est du moins de 50, hein, c'est-à-dire des entreprises de moins de 50 salariés, on parle en jargon sinon, pour les entreprises de moins de 50 salariés, quasiment tous les dispositifs aujourd'hui sont en prise en charge à 100%, dans les limites de plafond de dépenses aussi par salarié et par an. Mais on est vraiment très très large dans les dispositifs aujourd'hui anti-crise, notamment, et chez EP, c'est la même, c'est pareil. Oui. Merci. Chaque OPCO étant mobilisé sur ce dispositif, n'y a-t-il pas opportunité à fédérer ces OPCO en Nouvelle-Aquitaine sur cette thématique pour dépasser les logiques de branche et adresser ainsi l'interprofessionnel? Alors là, autour de la table, il manque peut-être encore un intervenant qui serait les transitions pro, anciens fonds GESIF qui ont évolué en transition pro et qui administrent en fait le compte personnel de formation transition professionnelle. En fait, là, il s'agit de quoi? Il s'agit aujourd'hui, vous savez, les OPCO sont des instruments qui gèrent dans des branches professionnelles, la formation professionnelle, le financement de la formation pour des branches professionnelles, et ils sont regroupés, il y a 11 OPCO. Mais effectivement, dans la période que l'on connaît actuellement, on sait très bien que certaines branches, et c'est pas Laurent qui va me contredire là-dessus, certaines branches sont plus en difficulté que d'autres, mais pour autant, elles n'ont pas forcément perdu des perspectives à moyen ou long terme. Hein. Les branches qui sont concernées par le CHRD sont évidemment des activités qui sont porteuses à long terme. En France, on n'en doute pas. Et puis, il y a des branches aussi qui, elles, sont face non seulement à la crise de court terme, mais aussi qui font face à des évolutions de moyen terme où ils ont besoin de se transformer. Et du coup, pendant un moment, on peut imaginer que certains salariés qui ne trouvent plus de place dans leur branche actuelle sur le long terme ou sur le moyen terme ou le long terme aient envie de passer sur des branches qui sont plus porteuses aujourd'hui. C'est les dispositifs qui sont généralement gérés par des transitions professionnelles, c'est-à-dire qu'on passe d'une situation à une autre, d'une entreprise à une autre en changeant aussi carrément de branche professionnelle. Et là, les dispositifs sont différents, évidemment, que ceux qui sont gérés à l'intérieur des OPCO. Alors, certainement que c'est une excellente question parce que la crise aujourd'hui met en exergue de cette difficulté que pourraient avoir certains salariés de passer d'une branche à une autre et d'avoir la formation qui les accompagne d'une branche à une autre. Et c'est pour ça que les partenaires sociaux au niveau national se sont mis d'accord pour mettre en place de façon territoriale, c'est-à-dire au plus près des bassins d'emploi, un dispositif avec une conférence des financeurs. Là encore, le financement ne sera pas un problème pour permettre d'accompagner les parcours des salariés qui souhaitent, compte tenu de la situation dans laquelle ils se trouvent dans leur branche, qui souhaitent évoluer vers une autre branche en ayant une qualification supplémentaire. Ces dispositifs sont des dispositifs de transition professionnelle et ce n'est pas tout à fait bouclé. On est en train de finaliser les discussions avec le ministère sur ce sujet, mais ça devrait se mettre en place maintenant très rapidement pour améliorer aussi, vous savez que dans la réforme de la formation professionnelle, le fonds GESIF était, la transition pro qui a remplacé le fonds GESIF était un peu moins généreux pour financer des changements de parcours. Eh bien aujourd'hui, l'objectif est de redonner un petit peu d'air financièrement aussi pour financer ces changements de parcours. Mais l'objectif, enfin Laurent peut peut-être intervenir sur ce point, l'objectif n'est pas non plus de dépecer une branche professionnelle pour une autre, parce que c'est ça aussi, quelque part, le risque, alors qu'on a besoin de conserver des compétences dans des branches professionnelles qui ont un avenir à moyen terme, et même à très court terme, on l'espère,
dès que la situation sanitaire sera revenue positive. Donc, on préfère, dans un premier temps, utiliser les fonds disponibles pour compléter les compétences des salariés plutôt que de les emmener sur des transitions professionnelles où l'affaire peut être, y compris pour le salarié, un peu plus risquée. Alors, justement, à propos de calendrier, quelle est la date limite de saisie des dossiers FNE? Vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur Jourde, ça, je crois. Alors, pour la période, là, c'est 31/12/2020 pour pour ce qui va rentrer dans le cadre des conventions régionales. Et dès début janvier, ce sera dans le cadre de conventions nationales, mais ça sera transparent, en fait, pour les entreprises. Elles pourront de nouveau solliciter leurs OPCO à compter début janvier. Donc, pour une prise en charge au titre de l'année 2020, mais avec des actions de formation qui pourront se poursuivre sur 2021, il y a une possibilité de décalage, il y a une souplesse qui bien évidemment est accordée, c'est 31/12/2020. Mais encore une fois, au 1er janvier 2021, on repartira sur le dispositif. Ça sera simplement d'un point de vue administratif différent. Ça sera l'OPCO au national, non plus au régional, qui sera signataire de la convention, mais pour les entreprises, il y aura une continuité de service et une transparence, en fait. D'accord, merci. Concrètement, comment faire pour bénéficier du FNE formation? Ce que disait Monsieur Chevet tout à l'heure, c'est-à-dire soit vous allez voir, l'entreprise va voir son organisme de formation qui, en règle générale, maîtrise très très bien ce dispositif et les sources de financement. Sinon, vous allez voir effectivement votre OPCO, si vous le connaissez, qui maîtrise aussi très très bien les dispositifs. Dans le pire des cas, vous pouvez vous rattacher auprès de votre UD direct, votre unité départementale en fait, pour obtenir les coordonnées soit de l'OPCO, soit une demande de prise en charge individuelle. Mais les dossiers individuels sont quand même extrêmement marginaux. Hein, c'est 140 dossiers sur plus de 1500 entreprises qui sont entrés dans le dispositif. Donc, on reste vraiment à la marge. Et on en instruit de fait plus depuis le mois de juin. Très bien. Vous parlez de l'échelon donc départemental, donc c'est donc la directe Gironde, pour la Gironde par exemple. Voilà. Avec il y a un service particulier. C'est le service renseignement en fait, qui va vous orienter sur qui a les informations et qui réoriente vers l'OPCO en règle générale. D'accord. Juste vas-y, Laurent. Les organisations professionnelles sont là aussi pour répondre intégralement à ce genre de questions et elles doivent répondre à ce genre de questions. Sur la question précédente, c'est aussi pour ça qu'il faut vraiment investir dans la formation aujourd'hui et que l'OPCO Acto investit dans la formation aux côtés de l'État. Pour ne pas perdre, pour perdre le minimum de salariés qualifiés qui iraient vers d'autres branches parce que tout le monde a besoin de travailler et qu'on a besoin de voir plus clair dans son avenir, ça c'est une chose. Et sur la question de savoir s'il n'y a pas un point d'entrée unique de tous les OPCO sur Interpro, sur la partie au niveau régional, c'est juste le sens de la loi. La loi ne veut plus d'OPCO Interpro et ce sont des OPCO interbranches. Il aura échappé à personne que Opcalia n'existe plus, AGFOS n'existe plus. Donc, c'est la volonté de la loi aujourd'hui, c'est d'avoir les branches qui se responsabilisent par rapport à leur dispositif. Maintenant, quand il reste 11 OPCO aujourd'hui, alors qu'il y avait 25 OPCA il y a 3 ans, peut-être effectivement que France Compétences sera tout seul dans 4 ans et qu'il n'y aura plus d'OPCO. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution, que l'État gère tout seul tous les dispositifs. Merci Laurent. Alors, question, en tant qu'organisme de formation, nous perdons beaucoup de formations dues à la complexité des demandes des formations. Est-il prévu une simplification des démarches ou une aide humaine supplémentaire pour les demandeurs de formation? Oui, peut-être sur les formations. Oui, un mot sur, monsieur. Je vous donne ensuite la parole sur la technique. Un mot sur le principe quand même. Nous avons en charge, pour ce qui est des administrateurs des OPCO et des administrateurs des fonds d'assurance formation, des FAF, nous avons en charge de gérer la mutualisation, de l'argent mutualisé par les entreprises et pour leurs salariés, dans le cas des OPCO. Et donc, en la matière, nous sommes obligés, et évidemment la loi d'ailleurs nous l'oblige,
à respecter un certain nombre de formes, parce que évidemment, nous ne faisons pas de différence entre les uns et les autres, nous ne faisons pas de cas particuliers, etc. Et nous devons garantir en fait l'égalité de traitement de chacun des ressortissants qui ont cotisé par leur cotisation en pourcentage de la masse salariale ou en fonction de leurs revenus. Et donc ça, c'est très important de comprendre ça, c'est que ce formalisme qui est là, effectivement, parfois, et notamment, je sais qu'à la GFIS, il est parfois très contesté, mais ce formalisme, il est absolument indispensable pour garantir cette égalité d'accès entre tous les membres, et puis surtout, et puis dans un deuxième temps aussi, il faut reconnaître aussi, pour garantir aussi que les fonds qui sont dépensés le sont bien à la destination de la formation professionnelle et non pas à d'autres objets. Donc voilà, sur ce plan-là, je voulais rappeler ces principes parce qu'ils sont absolument importants. Je vous en prie, monsieur Jour. Je vous en prie, mais oui, c'est très bien d'avoir reprécisé effectivement que le formalisme, il n'est pas là pour embêter, mais au contraire, il est là pour bien sécuriser l'affectation des fonds. Pour le FNE formation, il y a quand même eu un formalisme qui a été largement simplifié, puisque c'est des demandes simplifiées qui tiennent sur un recto verso, où grosso modo, il faut préciser le projet de formation, les salariés, avoir quelques pièces pour bien s'assurer que les salariés sont en activité partielle. On est quand même sur de l'argent public, donc il y a quand même une vérification minimale de l'affectation des fonds là aussi qui doit être faite. Un devis avec un calendrier prévisionnel de la part de l'organisme de formation sont suffisants pour engager les fonds. Donc, il y a eu quand même un effort qui a été consenti, ce qui n'a pas été sans poser un certain nombre de débats au sein de mon ministère, puisqu'il était aussi un ministère régalien qui n'a pas d'habitude, d'instruire aussi rapidement ce genre de demande avec aussi peu d'informations, puisque comme l'a rappelé M. Chevet, il y a quand même un cadre réglementaire qui continue de s'appliquer et qui a été aménagé pour cette période particulière. Très bien. Alors, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce qu'on va être obligé de conclure dans quelques minutes. Sachez que vos questions, on les consolide et on essaie de vous y répondre en suivant et on interpelle même les personnes qui sont sur le plateau pour qu'elles nous apportent des réponses précises. Donc, ne vous inquiétez pas si toutes vos réponses n'ont pas été, vos questions n'ont pas été abordées. Alors, j'en monte une dernière pour OPCO-EP. Donc, pour OPCO-EP, donc le plan anti-crise sera-t-il prolongé en 2021 ? Alors, ça voudrait dire que la crise dure en 2021. Alors, on ne le souhaite pas, mais bon, nous sommes extrêmement souples et réactifs au conseil d'administration de paix, comme d'ailleurs, j'imagine, dans les autres conseils. Et les plans anti-crise perdureront le temps nécessaire. Je crois que là encore, il ne faut pas imaginer qu'on va comme ça mettre un coup près. Aujourd'hui, par exemple, pour faire un parallèle avec la GFIS, nous avons mis en place un dispositif à 3 500 € jusqu'au 31 décembre pour des formations qui sont possibles jusqu'au 31 mars. On regarde l'évolution de nos fonds et si nos fonds nous le permettent, nous reprendrons sur le premier trimestre ce nouveau plafond à 3 500 €. Donc, je crois qu'on gère un peu en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et de la reprise économique qu'on espère beaucoup après. Et s'il y a besoin de prolonger les dispositifs, nous prolongerons les dispositifs. Donc, pour le moment, il n'y a pas de décision formelle qui est encore prise, mais évidemment que les trois axes majeurs du plan anti-crise de l'OPCO-EP seront maintenus en 2021 si la situation l'exige. Très bien, mais je vous remercie. J'invite donc nos participants à aller dans le sondage pour compléter ceux qui ont été affichés. Vous indiquez également que ce webinaire peut-être qu'il y a un replay, hein, donc avec votre lien de connexion, vous aurez accès au replay, ce qui veut dire que vous pourrez revoir tout ce qu'il y a dans le chat et tous les documents qui vous ont été publiés pour connaître votre OPCO, pour savoir les démarches à faire, etc. Mais comme ça a été rappelé, votre organisme de formation peut fortement vous aider. Que les solutions de financement, elles existent hein, entre le FNE Formation et le support des OPCO. Donc aujourd'hui, l'État met les moyens, les OPCO mettent les moyens aussi pour former. Former, c'est aussi prévoir les nouvelles activités de demain et c'est s'adapter pour le rebond. Vous indiquez également que la semaine prochaine, le 26, donc nous aurons un webinaire sur Sauvons-nous les uns les autres
avec donc des interventions sur les cellules du tribunal de commerce, sur l'accompagnement du dirigeant, ainsi que la directe. Vous indiquez aussi, marquez-le, sur un webinaire du mardi, le 8 décembre prochain, sur l'emploi. Nous aurons donc sur le plateau Fabienne Bussiot, donc préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que donc les services de l'État, donc la directe. Nous aurons également donc le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, et nous espérons avoir notre ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui sera également présente là-dessus sur ce webinaire de l'emploi. Je vous remercie à tous les quatre de votre participation et encore féliciter votre mobilisation sur ces webinaires et de venir toujours avec plaisir. Merci à tous les internautes qui ont été présents et on vous dit donc à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir.